Y a-t-il une opportunité d'investissement sur Spotify? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste suédois du streaming musical. Ils se diversifient, maintenant ils font des podcasts également. Alors, depuis la cotation en bourse, on a fait quand même un petit x5 sympathique. On s'est crashé en 2022 comme la plupart des valeurs de croissance. Depuis le plus bas, c'est quasi c'est un x10 en fait. Est-ce qu'il y a encore du potentiel sur Spotify? On regarde ça. Au niveau de la croissance, on est sur une médiane de 21% donc depuis le début de la cotation. On a 4,5 milliards, alors c'est en euros ici, d'acquisition cumulée, donc ça fait un peu plus en dollars, 5 milliards de dollars on va dire. C'est rien comparé à un market cap. Donc, c'est plutôt de la croissance organique pour Spotify. C'est quand même un peu cyclique, mais ça reste élevé comme croissance. Ça décélère depuis 2024. Bon. Au niveau des taux de marge, ce qu'on veut voir, ce sont des taux de marge en augmentation, puisque on est sur une entreprise qui est dans l'économie de plateforme. Donc, quand on fait de la plateforme, winner takes all, le gagnant prend la plus grosse part de marché et prend tout le marché théoriquement. Il y a de la concurrence encore, bien sûr. On est sur une entreprise qui arrive tout de même à monter ses taux de marge. C'est pour ça d'ailleurs que le cours, depuis 2022, commence à bien décoller, parce qu'on a un taux de marge brut en augmentation. Donc l'entreprise a réussi à baisser ses coûts ou augmenter ses prix, ou les deux. Mais je pense que c'est plutôt une augmentation de prix parce que les coûts finalement sont assez... alors il faut peut-être rémunérer les artistes quand même, mais bon, à voir. En tout cas, ils ont réussi à monter leur taux de marge brut. Le taux de marge d'EBITDA, lui aussi, est en hausse, donc efficience opérationnelle accrue. Ils sont passés en positif depuis 2023. Et depuis 2024, on est sur un taux de marge net qui est aussi positif. Et les free cash flow sont largement plus positifs. Attention, sur les free cash flow, sur ce genre d'entreprise tech, on a souvent des stock-based compensation, c'est-à-dire de la rémunération en actions de salariés, mais elle est en chute libre en fait. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que maintenant, il y en a de moins en moins, et donc finalement, les free cash flow, on peut presque les prendre tels que communiqués par l'entreprise. Bon, donc les taux de marge sont en augmentation. On est encore sur une entreprise qui prend de la part de marché, qui n'est pas forcément encore hyper, on va dire, dominante sur le marché, puisqu'on a un taux de marge qui reste relativement faible, en tout cas le taux de marge net, mais la trajectoire est plus qu'encourageante. Donc, on est sur une entreprise qui gagne des parts de marché, ça se voit à ce niveau. Hop. Ensuite, la conversion de bénéfices nets en free cash flow. On a, alors, pas de bénéfices nets sur 10 ans. Est-ce que c'est un problème? Non, regardez les free cash flow, ils sont positifs. Donc ça, on a cumulé des pertes nettes, des pertes depuis 10 ans, mais si on zoom sur 3 ans maintenant, ça y est, on fait du résultat. Donc l'entreprise a passé son seuil de rentabilité. Est-ce qu'elle a un BFR négatif? Oui, c'est forcément, son modèle d'affaires est structurellement un BFR négatif. Je m'explique. On est sur une entreprise qui marche par abonnement. Donc les clients, ils payent à 30 jours, ils payent cash en fait les clients, parce que vous payez, soit vous payez l'abonnement annuel, soit vous payez le premier du mois votre abonnement, alors que les fournisseurs de Spotify sont payés avec un peu de retard. Donc ça fait en sorte que l'entreprise a du cash pour faire tourner les opérations et n'a pas besoin d'injecter de cash, c'est ce que nous indique ce BFR négatif ici. Et ça s'est largement amélioré depuis le début de la cotation, depuis presque 10 ans. Donc là, ça se dégrade un petit peu, mais rien de significatif. Donc voilà, on est sur une boîte qui se fait financer par ses clients et qui n'a pas besoin d'injecter de cash dans les opérations. Ça, c'est très très bien. Au niveau des dépréciations, amortissements et des dépenses en capital, ça y est, on fait plus de dépenses, on fait moins de dépenses en capital que de dépréciation, amortissement. On n'a plus besoin d'investir massivement dans le développement du logiciel, puisque c'est au début, quand on rentre sur le marché, qu'on fait une grosse dépense en capital pour concevoir le logiciel. Ensuite, on n'a plus qu'à le maintenir, rajouter quelques fonctionnalités, mais ça ne demande plus de dépenses en capital comme au début. Donc très bien. Ensuite, au niveau des other cash items, là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Il faut aller dans le tableau de trésorerie pour comprendre. Mais donc, ça nous donne ces éléments, en fait. Dépréciation, amortissement, plus other cash items, moins capex, ça nous donne la différence que vous voyez ici. Bon, du coup, on est sur une boîte qui, maintenant, est une machine à générer du cash. Donc, c'est très, très bien. À choisir entre les bénéfices nets et les free cash flow, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise parce que en fait, c'est plus correct par rapport à ce qu'elle gagne réellement. Ensuite, on peut regarder la rentabilité opérationnelle.
Eh bien, bon, en médiane, c'est négatif, évidemment. Ça, c'est le profil typique d'une startup, hein. On arrive, alors ils ont été cotés en bourse, pas dès le début évidemment, mais assez rapidement. Donc on arrive, on lève des fonds pour, massivement investir dans le développement du logiciel et puis on gagne des parts de marché, on gagne des parts de marché, bam! On passe rentable et après ça explose, hein, la rentabilité est en train d'exploser, 16,3 dans le monde des capitaux investis. Ça, c'est la rentabilité de logiciel typique, c'est très, très bien, hein. Donc et ça va augmenter à mon avis, hein, vu qu'ils arrivent à monter les taux de marge. Donc, excellent, excellent. Superbe rentabilité. On peut s'autofinancer maintenant. En plus, on a du cash qui est libéré pour rembourser la dette s'il y en a, pour, rémunérer l'actionnaire, ou faire des acquisitions. Donc ça, c'est très, très bien. Au niveau de l'endettement, on est cash net. Voilà. Donc, très bien, hein. Ce cash net, lui, il génère des intérêts. 2,23 milliards depuis 10 ans. Donc ça, c'est bien, ça améliore le résultat financier et le résultat net. Mais bon, après, est-ce que ce cash, ça appartient à l'entreprise, hein, je pense. C'est pas du cash, les acomptes, et cetera. Donc l'entreprise, elle a intérêt à faire quelque chose de ce cash, hein. Il rapporte 2 à 3. Donc c'est pas peut-être 4 s'il place en dollars. C'est pas exceptionnel. C'est un coût d'opportunité pour les actionnaires. Ce cash appartient aux actionnaires, en fait. Donc est-ce que ça vaut le coup de le garder en trésorerie pour toucher, 4 ou il vaut mieux le rendre à un actionnaire qui peut, s'il le place judicieusement, toucher du 7 à 8 sur d'autres actions, par exemple? Donc voilà, ce cash, alors il fallait, voilà, questionner qu'est-ce que dit le management par rapport à ce cash-là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ils peuvent faire une acquisition potentiellement, ouais, si elle crée de la valeur. Sinon, ils peuvent le rendre aux actionnaires. Et justement, la rémunération des actionnaires, hop, pas de dividendes de versés. Est-ce qu'on a des actions? Donc là, vous avez l'effet des actions, des options, et cetera, hein, des actions gratuites. C'est que là, c'est de la dilution assez constante. Bon, ça, c'est, classique aussi dans le logiciel, hein. C'est-à-dire qu'on donne des stock options. En France, on donne des BSPCE, par exemple. Et puis, quand, ces actions sont exercées, ces options sont exercées, ça crée des nouvelles actions. Donc, les actionnaires, les actionnaires précédents sont un peu dilués. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on attire aussi les meilleurs ingénieurs, hein, il y a pas de mystère. Donc pour l'instant, rendement de l'actionnaire, négatif, avec tout le cash qu'on a. Maintenant, on pourrait commencer à racheter des actions pour neutraliser cet effet-là, hein, ou alors verser du dividende pour compenser cette dilution. Après, les actionnaires peuvent racheter des actions, à partir des dividendes qui sont versés sans problème. Pour l'instant, pas de rémunération de l'actionnaire. Elle est même négative. Au niveau de la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow. Bon, ça se paye cher, hein. Il y a pas de mystère, hein. Très forte croissance, rentabilité qui monte. Maintenant, la croissance commence à ralentir un petit peu. Là, ça se paye, 46 fois. Bon, ça, ce sont des multiples américains. C'est normal, en fait, c'est une boîte, suédoise, mais elle est cotée aux États-Unis. Bon, donc on a des multiples, états-uniens. Par rapport à l'historique, on serait des cotés de moitié, mais en même temps, ici, c'est des niveaux insoutenables, 86 fois le price to free cash flow. Même ici, à 45 fois, c'est quand même élevé. Si on regarde en valeur entreprise sur EBITDA, ouais, c'est pareil, hein, 63 fois. Donc là, c'est très, très, très cher. Si on compare, alors pour les comparables, compliqué parce que des pure players on va dire du streaming, alors il y en a du streaming, vidéo, si on prend Netflix par exemple. On a du streaming, on pourrait comparer, il y a Apple Music, YouTube Music, mais donc ils font partie de conglomérats technologiques, donc on peut pas forcément les comparer comme ça. Il y a Disney aussi avec du streaming plutôt vidéo. Donc compliqué, hein. En pure player streaming, je mettrais Netflix, maintenant c'est du streaming vidéo. Donc c'est peut-être pas les mêmes, ressorts, c'est pas les mêmes marchés, hein. Si on regarde en valeur entreprise sur EBITDA, donc Netflix c'est beaucoup plus gros, on est sur, un multiple qui est plus bas chez Netflix, hein. Et c'est normal, en même temps la croissance est en train de ralentir, enfin la croissance est moins élevée chez Netflix que par rapport à Spotify. Bon, difficile d'en tirer quelque chose, hein, de cette, comparaison. Conclusion du dossier, Spotify. Donc là, c'est une boîte qui, fait de la croissance, qui est en train de dominer le marché. Maintenant, je pense que, enfin, les leaders du marché sans problème. Est-ce que c'est incontesté? En fait, on a quand même, du coup Apple, YouTube, heu, et encore d'autres acteurs qui essayent quand même de concurrencer l'entreprise. Donc on n'est pas, forcément, sur, un monopole. En tout cas, l'entreprise, elle gagne des parts de marché, ça se voit, hein. Donc les taux de marge sont en augmentation, ça c'est un signe qui ne trompe pas. La rentabilité est en augmentation, la croissance ralentit un petit peu, mais bon, c'est compensé par l'augmentation des marges, donc il y a pas de problème, hein. Là, on peut faire du Spotify, mais il faut le faire pour le long terme, hein. Vu les multiples, la moindre déception sur une publication,
fera dégonfler les multiples très rapidement. Donc si vous faites du Spotify, pourquoi pas, mais très long terme, 5 à 10 ans minimum. Sinon, vous pouvez avoir une mauvaise publication, peut-être, je sais pas, dans le prochain trimestre, dans 6 mois, dans 1 an. Votre multiple, il passe de 45 fois les free cash flow à 20. Et ben là, vous perdez 50%. Donc, ça sera de la moins-value latente. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être prêt à tenir la position sur le très long terme. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.